Bonsoir, chers téléspectateurs de l'RL TV et l'RL.net. Merci de suivre l'émission éducative intitulée Parlons éducation. Parlons éducation, c'est un lundi sur deux à partir de 21h sur la chaîne de télévision l'RL TV et l'RL.net. Le premier numéro de ce lundi 22 juin reçoit sur son plateau M. Lamine Fall, inspecteur de l'éducation, secrétaire général de l'Académie de Louga. Bonsoir M. Fall et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir M. Diallo. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité et surtout saluer donc, cette initiative consistant à mettre en place une émission qui va nous permettre, nous acteurs de l'éducation, d'échanger avec le monde éducatif. C'est une heureuse initiative et je voudrais remercier très sincèrement l'RL TV, l'RL.net pour cette belle initiative. Merci beaucoup, M. Lamine Fall. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Qui est véritablement M. Lamine Fall? M. Lamine Fall est un inspecteur de l'enseignement moyen secondaire général, natif donc du Ndiambour, de Baralé plus précisément. M. Lamine Fall a fait ses études, une partie au village, une autre partie ici même à Louga, pour le volet collège. Le lycée à Dakar, à Limamoulaye, ensuite l'université Cheikh Anta Diop où j'ai fait lettres modernes, ensuite avec la maîtrise, donc j'ai enseigné le français au lycée Abdoulaye Niasse, ensuite au lycée Ngalandou Diouf, et c'est à partir donc du lycée Ngalandou Diouf que je me suis présenté à ce concours de recrutement de la première cohorte donc, des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire général en 2012-2013. Et après donc, la formation, donc, j'ai été affecté à l'Académie de Saint-Louis où j'ai fait 10 ans. Ensuite, donc, j'ai été nommé secrétaire général de l'inspection d'académie de Kédougou où j'ai fait 15 mois à peu près. Et depuis 2015, donc, je suis à l'Académie de Louga comme secrétaire général. Merci beaucoup, M. Lamine Fall. Nous allons parler de l'éducation au Sénégal, particulièrement de l'éducation dans l'Académie de Louga que vous dirigez, dont vous êtes le secrétaire général. Nous savons que depuis le 14 mars, le Sénégal vit une situation de crise au niveau des écoles, vu le contexte de cette pandémie. Pouvez-vous nous rappeler un peu cette situation? Oui, c'est vrai que depuis le mois de mars, donc le 14 plus précisément, donc l'école sénégalaise a été confrontée à cette pandémie du coronavirus, et ce qui a donc amené donc, le président de la République à décréter donc, la fermeture des écoles. Et comme on s'acheminait donc vers les fêtes de Pâques, véritablement, donc il a fallu à partir du 16 mars véritablement donc faire vaquer tous les élèves et enseignants. Des reprises avaient été programmées pour début mai. Ensuite, comme dès que les conditions ne s'y prêtaient pas, on ne pouvait pas donc ouvrir les écoles dans ces conditions-là. Donc il a fallu programmer une réouverture à partir du 2 juin. Et là aussi, il faut donc le reconnaître, donc à la dernière minute, donc la veille, donc le président a pris aussi une décision donc de renoncer à l'ouverture donc, des classes parce que effectivement il y a eu donc contamination donc, d'enseignants qui devaient donc rejoindre leur poste de travail. Et plus d'une dizaine avaient été testés positifs et donc il fallait prendre cette mesure courageuse pour demander à ce qu'on renvoie sine die l'ouverture des classes. Mais en attendant, il faut le reconnaître quand même si donc, les classes étaient fermées, donc, le ministère a pris donc, des mesures extrêmement pertinentes qui ont consisté donc, véritablement à assurer donc, la continuité pédagogique à travers des émissions à la télévision, etc. et d'autres stratégies utilisées pour
mieux occuper donc, les élèves qui sont dans les maisons, dans les foyers. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, il faudra peut-être rappeler donc, tout ce qui a été mis en place comme stratégie consistant à mettre surtout à initier donc, la mise en place aussi bien au niveau ministère qu'au niveau déconcentré et au niveau administratif, donc de structures qui devaient préparer donc, la reprise donc, des cours. Et je fais allusion à ce comité qui non seulement donc, gère la pandémie au niveau régional, mais aussi donc, devait gérer la reprise donc, des cours avec à sa tête donc, le gouverneur de la région, avec tous les préfets, l'académie et tous les autres services donc, au niveau régional. Ces mêmes comités étaient dupliqués au niveau donc, départemental, avec à la tête donc, les préfets. Et l'éducation a travaillé donc, en parfaite collaboration avec le ministère donc, de la formation professionnelle. Quand je dis éducation, donc je fais allusion à ces deux ministères-là, et même à l'enseignement supérieur. Donc ces structures-là ont travaillé avec le secteur de la santé, parce que comme donc, on était dans un contexte de pandémie, il fallait véritablement donc, s'entourer de garanties au plan sanitaire, et c'est la raison pour laquelle l'éducation a travaillé en collaboration avec la santé, avec les autres tous les autres acteurs et partenaires donc, de l'éducation. Je fais allusion aux syndicats, aux organisations de la société civile, aux conseils territoriaux, etc. Mais surtout avec la santé qui a mis à disposition donc véritablement un document donc de stratégie qui devait donc nous permettre véritablement de travailler en direction donc, de la reprise donc, programmée pour le 2, en mettant en valeur ou en mettant l'accent donc, sur les mesures barrières qu'il fallait donc prendre à tous les niveaux, et ceci échelonné donc dans le temps. Et c'est ça qui nous a valu donc ce protocole sanitaire qui a été mis à disposition par le ministère de la Santé, qui donc décline les grandes stratégies et qui encadre aussi donc les dates pour les examens, donc pour la reprise donc des cours. Donc tout cela avait été encadré, et c'est la raison pour laquelle donc le ministère a même procédé à la dotation en matériel donc, au niveau des écoles. C'est en termes de masques, de thermoflash, donc de dispositifs de lave-mains, etc. Mais les autres secteurs aussi, les autres structures au niveau départemental devaient aussi intervenir, surtout donc le service d'hygiène pour permettre donc la désinfection donc des écoles, etc. Donc il y a eu tout un dispositif à ce niveau-là. Des organes aussi, donc des comités de veille et d'alerte donc, ont été mis en place à tous les niveaux, régional comme départemental, avec plusieurs partenaires qui devaient donc y travailler, et tout cela donc, a été orchestré donc véritablement donc, de main de maître, en tout cas au niveau de la région, par le gouverneur, et à ses côtés l'académie, donc les différentes IGF, les préfets et sous-préfets, donc les collectivités territoriales, et en tout cas donc il y a eu un beau monde qui s'est activé autour de cette reprise programmée pour le 2. Bon, maintenant au finish, comme je l'ai dit, donc il y a eu ce départ organisé des enseignants qui devaient donc rejoindre leur poste de travail selon donc un calendrier bien précis, mais comme vous savez, il était difficile donc véritablement de situer tous les enseignants qui étaient déjà en vacances, entre guillemets, et c'est la raison pour laquelle donc, quand il a fallu donc, les faire quitter Dakar pour rejoindre donc, les autres régions, avec donc, Dakar Demdik, on s'est rendu compte véritablement qu'il y a eu un rush. Et c'est malheureusement, malgré donc, les mesures barrières prises à ce niveau-là, donc certains ont été infectés, et c'est juste la veille quand même qu'on s'est rendu compte que certains enseignants qui devaient aller sur Ziguinchor ont été testés positifs, et le président donc, a eu à prendre donc, cette décision-là, idoine, consistant tout simplement à reporter sine die.
Alors, voilà un peu le contexte, mais il faudra donc dire qu'au niveau local, au niveau de la région de Louga, donc nous avons aussi quand même accompagné donc, le processus parce que nous avons très tôt pensé à l'occupation efficace et efficiente donc, des élèves et des enseignants durant cette période-là. Et au niveau donc, de l'académie, nous avons réfléchi sur un dispositif qui devait aussi, à l'image de ce qui s'est fait au niveau national avec apprendre à la maison comme stratégie, ou bien donc, la salle des profs au niveau donc, de la TFM, nous avons aussi imaginé un dispositif qui devait nous permettre de travailler avec les différentes radios, avec donc, les communicateurs de la région pour véritablement aussi occuper parallèlement donc, nos enfants qui étaient donc, dans les maisons. Alors nous avions travaillé avec donc, des termes de référence qui nous ont permis donc, véritablement donc, d'occuper l'espace scolaire à distance à partir donc, d'émissions radio avec donc, des séances organisées par les enseignants de tous les ordres, aussi bien au niveau de l'élémentaire, au niveau donc, du moyen qu'au niveau du moyen secondaire. Alors il y a eu donc beaucoup de cours qui ont été déroulés et que les radios comme la radio FESFOB, l'ERAL, Ndiambour TV, etc. donc ont diffusé à longueur donc, de journée, ce qui a permis donc, véritablement donc, d'assurer la continuité pédagogique au Sénégal. Et nous avons imaginé donc, le concept donc, de la classe à domicile qui a véritablement donc, mobilisé beaucoup d'enseignants et c'est le lieu véritablement donc, de remercier tous ceux qui ont participé et qui continuent donc, de participer à cette belle aventure. Je fais allusion donc, à tous les formateurs donc, du CRFPE qui y ont contribué. Je fais allusion donc, à beaucoup de professeurs et même chefs d'établissement qui ont pris donc, la craie à l'occasion, mais donc, je fais surtout allusion à tous ces instituteurs donc, tenant des classes de CM2 donc, à l'échelle du département et qui ont participé véritablement avec des cours de haute facture, de haute qualité, qui ont pu accrocher donc, les élèves et même les parents d'élèves. Et je dois dire que véritablement, je pense que l'exemple de Louga est à méditer et véritablement aujourd'hui, il s'agit donc à ce tournant précis donc, de les remercier surtout, mais d'essayer donc de valoriser le travail qu'ils ont fait à partir donc d'attestations de remerciements ou de reconnaissance à leur endroit et surtout donc penser organiser donc ce groupe donc, de pédagogues pour que l'on puisse inaugurer donc d'autres lendemains. En tout cas, nous pensons pouvoir avec votre télévision aller donc dans le sens donc d'organiser d'autres activités donc, de ce genre-là, en tout cas pour occuper l'espace scolaire. Il me revient véritablement donc de remercier tout le monde et surtout Youssou Diallo, qui a beaucoup contribué donc, du début à la fin et qui, à travers donc, la radio et l'émission qu'il anime, a pu véritablement donc, en tout cas, conduire beaucoup d'activités et surtout motiver davantage donc, beaucoup d'enseignants. Et je voudrais donc tous vous remercier pour ce que vous avez fait et au nom de l'inspecteur d'académie, au nom donc, du gouverneur qui est le président donc, du comité, et au nom donc, de tous les parents d'élèves, des enseignants et des élèves qui ont pu donc, bénéficier donc, de ce soutien inestimable. Merci beaucoup, inspecteur Lamine Fall, de nous parler un peu du dispositif d'ordre pédagogique. Si nous revenons au dispositif sanitaire, alors le président Macky Sall avait dit que la reprise du 2 devait être accompagnée des mesures sanitaires et d'hygiène pour circonscrire cette maladie de coronavirus, pour éviter la propagation du coronavirus au niveau des établissements. Ici, au niveau de l'Académie de Louga, qu'est-ce qui a été fait donc, pour ces dispositifs sanitaires? Oui, donc au niveau de l'académie, on a eu à faire beaucoup de choses en rapport avec donc, la tutelle, donc le ministère, en rapport avec aussi donc, le secteur de la santé, puisque d'ores et déjà au niveau donc, du comité régional de gestion donc, de l'épidémie,
dirigée donc par le gouverneur, nous avons pu installer aussi une cellule qui devait se charger de la reprise donc du 2. Et c'est à ce niveau-là qu'on s'est véritablement organisé avec tous les secteurs pour préparer donc cette rentrée-là, en tenant compte donc du calendrier donc proposé par le ministère, en partant aussi donc de la note d'orientation véritablement et des mesures barrières donc édictées par le ministère à partir donc de ce protocole sanitaire. Alors, nous avons tenu donc véritablement à respecter donc tout cela, et je pense qu'à Louga donc nous étions fin prêts pour la reprise donc du 2, puisque toutes les mesures, toutes les dispositions avaient été prises au niveau donc des écoles. Nous avons eu à remettre donc le matériel mis à disposition par le ministère, et je dois dire que nous avons eu donc le privilège d'accueillir le ministère de l'Éducation nationale ici à Louga, qui est venu avec un lot de matériel, des thermoflash, donc des dispositifs de lave-mains, vous voyez, des milliers et des milliers de masques, effectivement. Et nous avons même pu, donc, avec le ministre, vérifier donc, la possibilité, en tout cas donc, en testant le dispositif, à partir d'une école élémentaire qui avait été choisie, l'école Serigne Louga, Santhiaba Sud, excusez-moi. Et à ce niveau-là, donc, le ministre même a pu constater avec tout son staff donc la possibilité donc, véritablement de mettre dans une belle synergie donc tout cela pour en arriver à une reprise effective. Et on a constaté donc ce jour-là quand même que dans les classes, pour les distances physiques, on avait donc même l'opportunité au niveau de cette école-là d'avoir 13 élèves donc, de CM2 par classe. Donc, vous voyez, donc, les distances étaient respectées. Il y avait aussi donc, suffisamment donc, de matériel, donc, de masques, de lave-mains, de thermoflash, etc. Parce qu'en dehors de la dotation du ministère, les collectivités aussi ont contribué. La commune de Louga, donc le conseil départemental, les autres communes, donc les maires, les bonnes volontés, les personnalités, donc les députés et autres. Madame, le député Rokhaya Diaw a fait un geste au niveau donc, de cette école-là, etc. Et vous comprenez qu'avec tout cela, quand même, Louga était fin prêt. Alors, et c'est comme ça qu'on a travaillé avec les autres, avec les IF, avec donc, toutes les structures, et véritablement, donc nous on s'attendait à ce que la reprise soit effective, donc le 2, pour dire véritablement qu'à Louga, et à tous les niveaux, en tout cas, on s'est attelé à cette tâche-là, et tout était fin prêt pour une reprise effective, et tout cela accompagné par cette assistance au plan pédagogique, etc., avec donc, les émissions. Et on pensait que donc, tous nos candidats aux examens du CFE, du BFM et du baccalauréat devaient pouvoir donc, continuer les enseignements et véritablement faire l'examen dans des conditions sereines. Nous savons pertinemment que le président de la République également, lors du Conseil des ministres, a déclaré que les écoles donc, vont réouvrir le 25 juin prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au niveau de votre académie, vous êtes fin prêt pour vraiment reprendre les cours de chemin de l'école dans ce contexte de pandémie, où aujourd'hui cette pandémie est en train de gagner du terrain au Sénégal? C'est vrai qu'aujourd'hui encore, donc nous vivons les affres de cette pandémie-là avec des taux qui grimpent. Je crois que pour aujourd'hui, on a en tout cas des taux de contamination quand même qui sont assez élevés au niveau national. Heureusement, en tout cas, donc touchons du bois au niveau de Louga. Aujourd'hui, quand même, on est moins confronté à cette pandémie-là. Je pense que si on doit avoir un seul cas. Mais tout de même, il faut reconnaître que
à partir de ce qui a été fait déjà lors donc, de la première tentative donc, de réouverture, nous avions donc déjà un dispositif bien huilé qui a été testé, etc. Et on était prêt pour la reprise. Donc aujourd'hui que donc, le président a décliné donc, des objectifs en partant donc, du contexte de la pandémie qui exige de nous quand même aussi une autre façon donc, de se comporter en essayant de vivre avec le virus, comme il le dit, pas en l'encourageant, mais en le combattant. Et on ne peut pas continuer donc, quand même à fermer donc, les écoles au moment où il y a eu donc, des allègements ou des assouplissements constatés ailleurs. Les mosquées et autres lieux de culte ont été réouverts. Les marchés Louma aussi fonctionnent, donc le transport est aujourd'hui une réalité. Alors donc, face à toutes ces initiatives prises, effectivement pour un allègement, pour une meilleure adaptation à ce contexte du virus, il fallait que l'éducation aussi quand même donc, joue sa partition. Et je pense que c'est ce que donc, le ministre a compris, et c'est ce que le chef de l'État aussi a compris en autorisant donc, lors de ce conseil des ministres du 17, donc la réouverture programmée pour le 25 juin. Avec maintenant un échéancier, vous voyez, avec un cahier de charge, avec une note d'orientation du ministère qui accompagne donc, tout le processus et qui nous installe donc, dans des dates véritablement et dans une durée qui devrait donc, nous permettre donc, d'aller vers des examens organisés et vers aussi une ouverture prochaine donc, des écoles au mois de novembre, mais après avoir donc, véritablement déroulé tous les examens du CFM, du BFM et du baccalauréat. Donc je reviendrai donc là-dessus. Mais il faut le reconnaître, il va falloir donc s'ajuster par rapport à cette pandémie. Il va falloir en tout cas tenir compte donc, de ces paramètres-là. On espérait une diminution, mais aujourd'hui encore, donc, le taux est assez important. Maintenant, donc, il faudra donc redoubler d'efforts avec un focus sur peut-être donc, des difficultés qui sont envisageables et il faudra donc mettre le paquet à ce niveau-là pour essayer, en tout cas donc, autant que faire se peut, donc, de réduire les risques. Et aujourd'hui, donc, le comité régional est interpellé et au niveau départemental aussi, toutes les structures, comité régional, départemental, comme comité de veille et d'alerte. Et donc tous ces organes-là sont aujourd'hui en alerte. Et ce qui a été fait auparavant donc, sera repris et amélioré puisque contextualisé. Alors pour dire que cette fois-ci aussi, nous allons donc nous atteler au respect strict donc, des règles barrières avec le protocole donc, sanitaire. Nous allons aussi donc, en endroit donc, des enseignants, certainement aussi d'abord les encourager et les féliciter pour cet engagement manifeste, véritablement les acteurs au service donc, de l'école sénégalaise et qui l'ont manifesté plus d'une fois. Je pense que ce qui s'est passé donc, récemment a montré véritablement le degré d'engagement de ces enseignants-là qui ont tenu dans ces contextes difficiles donc, de rallier leur poste de travail et de se préparer pour la reprise donc, des cours. Aujourd'hui encore, je sais qu'ils sont plus que jamais déterminés à reprendre donc, le chemin de l'école avec des élèves dans qui la aussi... psychose, dans une certaine psychose, mais je pense que donc, là aussi, le ministère quand même a compris qu'il faudrait donc travailler dans ce sens-là et il nous a, donc, le ministère nous a instruit, donc, on a demandé de mettre en place un comité donc, de gestion du stress donc, qui va prendre en charge l'aspect psychosocial de cette pandémie-là au niveau donc, de l'élève, de l'enseignant et de la famille. Et là, le ministère a demandé à ce que donc, un comité soit mis en place et un comité qui va faire travailler nos psychologues conseillers donc, du CAOSP, mais surtout donc, l'inspection médicale des écoles qui vont intervenir et même dans le cadre donc, du comité de veille et d'alerte, ils vont donc, appuyer pour que véritablement le stress soit en tout cas moins visible donc, chez les élèves et chez les enseignants.
c'est vrai que pour cette énième tentative, on a quelques soucis, il faut le dire, avec le développement donc, de la pandémie. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on observe bien donc, la société sénégalaise, l'évolution donc, de la chose, on se rend compte que les Sénégalais, même si véritablement, parfois de façon assez inconsciente, certains Sénégalais s'adaptent à ce virus-là, à cette pandémie. Il y en a qui le font bien. Il y en a aussi qui véritablement donc, jouent aux nihilistes et qui pensent que donc, la maladie n'existe pas, que c'est inventé, etc. Je pense que ça, c'est un débat qu'il faut combattre. C'est en termes de sensibilisation davantage au niveau donc, de la population. Mais pour dire encore une fois que là aussi nous devons faire appel à toutes les collectivités, à nos partenaires, mais surtout aux parents d'élèves qui devraient donc jouer un rôle extrêmement important en termes de sensibilisation, donc en termes d'échange avec les enfants, mais aussi en termes de préparatifs pour l'enfant qui doit aller à l'école. Donc il faudrait psychologiquement donc, le préparer. Mais même arrivé à l'école, je pense que aujourd'hui des dispositifs aussi sont envisagés donc, en termes donc, de leçons de vie, surtout pour que la maladie, donc le virus et ses développements soient partagés réellement en situation de classe, pour que donc, les enfants comprennent mieux aussi comment donc, la maladie évolue, etc. Et comment observer rigoureusement les mesures barrières. Ça, je pense donc que ça, c'est des dispositifs qu'il faudrait prendre, encore une fois. Maintenant, la psychose aussi, c'est lié à la période. On est donc proche de l'hivernage, donc les gens agitent souvent la question donc, de la pluie, etc., pour dire que peut-être que là, il y a des risques réels. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est vrai que le Sénégalais a des difficultés à s'adapter à un contexte d'hivernage. On a tendance à se terrer donc, dès qu'il y a donc, des menaces de pluie. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays, il faudrait essayer donc, de s'adapter à ce contexte-là et de travailler donc, même dans un contexte d'hivernage. Il faut y aller parce qu'on ne peut pas rater cette année-là, véritablement, parce que tout simplement, il y a des contraintes qui sont là, c'est lié à la pluie, etc. C'est aussi donc, lié à l'existence d'infrastructures, les écoles, etc. Beaucoup pensent aussi à ces abris provisoires. Mais je pense qu'à ce niveau-là, les directives sont très claires. Et donc nous aussi, au niveau académique, on s'est organisé pour que véritablement, toutes les écoles qui abritent des classes d'examen, puissent disposer de classes pour les enseignements, mais aussi pour abriter donc, des jurys d'examen. Je pense que nous avons pris les devants. Et à chaque fois qu'on a noté des difficultés dans des écoles pour abriter, etc., donc des classes, on a pensé à des solutions donc, de rechange. Il faudrait donc faire migrer donc, le centre vers d'autres espaces, vers d'autres lieux, etc. Et encore une fois, on essaie donc, de mettre les enfants donc, dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent travailler donc, sereinement et se prêter donc, à l'exercice donc, de l'évaluation terminale. Maintenant, ça, c'est les classes d'examen. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, avec la note d'orientation, et au niveau donc, de la communication du ministre, nous avons eu donc, une préoccupation qui a été prise en charge, c'est les classes intermédiaires. Donc le ministre en a parlé, c'est vrai, avec des échéances, avec des promesses pour rassurer donc, les parents d'élèves et les élèves donc, qui sont dans cette situation-là, qu'ils vont aussi donc, bénéficier d'un traitement. En quoi faisant, en tout cas, donc, le ministre a mis en place un sous-comité pédagogique qui va réfléchir et qui va qui va nous annoncer les conditions donc, de passage de ces élèves-là en classe supérieure. Donc, pour dire que même à la rentrée, il y aura des cours qui vont renforcer donc, davantage ces élèves-là qui passent en classe supérieure, etc., avant que donc, le programme effectif donc, ne puisse démarrer. Donc, c'est dire que toutes ces questions-là sont prises en charge
Aujourd'hui, maintenant, bon, on ne néglige pas les difficultés qui sont inhérentes à toute reprise organisée dans ces contextes-là. Mais je pense qu'avec l'engagement ferme donc, de toutes les bonnes volontés, avec donc, les partenaires, avec les différents ministères qui s'organisent et dans une synergie réelle, essaient donc, de prendre en charge la chose. Et ceci est décentralisé avec ces comités-là qui travaillent et tous les acteurs donc, du système éducatif qui aujourd'hui interviennent dans le processus, même les syndicats aujourd'hui, malgré donc, les alertes formulées ça et là. On sent que donc c'est des syndicats responsables qui vont accompagner donc, le processus. Est-ce que les syndicats ont été intégrés dans le processus? Je pense que donc, quand même ce processus-là est dynamique, il est participatif, il est inclusif. Vous avez tous donc noté les différentes rencontres organisées par les ministères, avec les différents partenaires sociaux que sont les syndicats, les parents d'élèves, etc. Je pense qu'on a eu vent de beaucoup de rencontres, donc de gens qui ont réfléchi, qui ont fait des propositions, même la société civile, la COSIDEP, etc. Et aujourd'hui, donc, encore une fois, il a fallu donc juste proposer donc, une nouvelle date en le contextualisant. Je pense donc le ministère, en concertation avec ses partenaires, a eu donc l'aval du président de la République qui a autorisé. Et je pense que donc il faut aller vers ça. Et à aucun moment on n'a pas senti, en tout cas, une mise à l'écart donc d'un partenaire quelconque et surtout donc les syndicats. Mais c'est vrai, ils jouent leur rôle. C'est vrai, ils alertent. Donc ils occupent cette fonction de veille. Effectivement, c'est tout à fait normal et c'est attendu même mais je crois que donc, de façon très, très concertée, dans une belle symphonie, on va aller donc vers une reprise certainement, sans occulter quand même, il faut le dire, les difficultés, mais je pense et je le pense sincèrement que le Sénégal va encore relever donc ce défi-là et tout le monde donc, va jouer sa partition. Justement, depuis la première programmation de la reprise du 2 juin, l'Union nationale des enseignants avait mis les parents d'élèves et les enseignants devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, ce sont les syndicats qui mettent l'État devant ses responsabilités parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas été invités dans ce processus de cette décision du 25 juin. Et c'est mon parole de porte-parole du G7 qui s'est exprimé hier devant les chaînes de télévision. Est-ce que là, cela déjà ne comprenait pas quand même demain les ouvertures si par exemple des classes pourraient se présenter? Bon, maintenant peut-être que, en tout cas, donc, quand on écoute donc, le ministre de l'Éducation nationale, les ministres, donc je dois dire, en charge de l'éducation et de la formation, en tout cas, on ne peut pas penser en seul moment qu'il y a eu une décision unilatérale qui a proposé une date, etc., et des stratégies sans consultation préalable donc, des syndicats. C'est vrai que peut-être le processus avait démarré de façon très, très, très concertée et qu'à ce moment, à un moment donné, donc, il a fallu prendre une décision pour une date, compte tenu de plusieurs paramètres, etc. C'est peut-être cela qui gêne donc les syndicats, mais je sais que pour toute décision, ils sont impliqués et ils ne peuvent pas ne pas être impliqués. Et eux-mêmes, je pense, ils vont donc s'impliquer davantage, malgré peut-être donc cet impair qu'ils ont relevé. Si c'est le cas, véritablement, il faut donc le regretter. Mais en tout cas, en connaissant donc, le ministre de l'Éducation nationale, je sais qu'il a toujours donc, mis en avant donc, la concertation et le dialogue. Et à chaque fois, donc, il a réuni donc, les différents acteurs, même par visioconférence, etc., pour discuter donc, sur ces questions-là. Et il me semble qu'en tout cas, il a été encouragé par beaucoup d'acteurs donc, du secteur de l'éducation, notamment donc, les IA, etc., qui ont donné l'assurance donc d'une reprise possible, etc. Bon, maintenant, les syndicats,
comme on le sait, hein, ils jouent le rôle, c'est tout à fait normal. Et si c'est le cas, c'est regrettable quand même, mais je sais que donc, on ne peut pas gérer cette école-là sans les partenaires donc, sociaux. Et à Louga, en tout cas, donc, chez nous, c'est un credo. C'est une réalité. Nos portes sont ouvertes à tous les syndicats, et donc ceux du G7, qui sont concertés, qui sont en tout cas impliqués dans tout ce qui se fait à ce niveau-là, et ils sont souvent à nos côtés donc, pour la prise en charge donc, des préoccupations de l'éducation au niveau du département. Et j'espère que c'est ça aussi qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, donc, malgré donc, ces menaces-là qui planent sur cette réouverture-là, malgré donc, ces inquiétudes exprimées, je pense que donc, on va aller vers une réouverture, et celle-ci donc, sera la bonne. Et vous vous souvenez, hein, donc, même pour le 2, hein, il y a eu jusqu'à la veille hein, donc, beaucoup d'inquiétudes exprimées, ça et là, malgré le fait que les syndicats avaient été impliqués, etc., et qu'ils avaient manifesté une très bonne volonté d'accompagner le processus, mais ils jouent le rôle d'alerte et de veille. Voilà, ils ne peuvent pas manquer donc, de faire ce travail-là, parce qu'aussi, ils ont une responsabilité. Et l'État aussi a ses responsabilités. À un moment donné aussi, il faut que l'État prenne donc ses responsabilités, prenne donc certaines décisions. Et je pense que c'est souvent de façon très concertée, mais de façon très courageuse, en tenant compte donc, véritablement donc, des différents paramètres. Ça, je pense que véritablement, on n'a pas manqué donc, de s'adosser sur tous ces éléments-là. Nous allons vers une réouverture programmée le 25 juin prochain. Et que, parmi les dispositifs sanitaires, le port du masque est obligatoire, mais également le lave-mains, donc les gels. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des établissements, les masques sont en quantité suffisante? Est-ce que le dispositif est réellement sur place? Oui, le matériel était déjà donc, mis en place au niveau donc, des écoles, hein, en tenant compte donc, des mesures barrières, en tenant compte donc, des protocoles sanitaires. Les matériels, en tout cas, sont disponibles. Maintenant, avec même le temps, il y a eu donc, d'autres gestes donc, de partenaires qui ont accompagné. Il y en a aussi qui avaient tardé à le faire, qui vont le faire. Donc, on est dans un processus, effectivement. Et le ministère même avait assuré donc, de la mise à disposition d'un premier lot de matériel. Cela veut dire qu'avec le temps et en fonction donc, des besoins exprimés ça et là, donc, des gestes vont être faits dans ce sens-là. Donc pour dire qu'à ce niveau, pour le matériel, je pense qu'il n'y a pas de problème. Une réalité, c'est que aussi donc, le port du masque est devenu une habitude. Donc normalement, chez beaucoup de Sénégalais, même si on a constaté un certain relâchement chez certains, peut-être donc qu'ils n'ont pas compris donc, le sens du vivre avec le virus. Ça aussi, il faut le dire. Mais je pense qu'au niveau de l'école, les dispositifs seront pris, de sorte que véritablement le port des masques soit une réalité chez les apprenants, chez les enseignants et chez le personnel administratif. D'ailleurs, donc, des comités sont mis en place pour gérer donc, tout cela avec un accompagnement à tous les niveaux. Donc, je pense que nous n'aurons pas de difficultés, c'est vrai, à ce niveau-là. Maintenant, la réalité aussi, c'est que dans le processus, c'est de la maison à l'école, donc de l'école à la maison. Pour dire que donc, dans le volet sensibilisation et accompagnement donc, des enfants, il faudra aussi les sensibiliser sur les risques auxquels ils sont confrontés, donc en cours de route, en allant vers l'école. Donc c'est au niveau donc, du transport et chemin faisant aussi. Ouais. Mais donc il y a des guides, il y a des guides donc, qui sont mis en place, qui sont aujourd'hui donc partagés et qui permettent à ces enfants-là d'avoir un comportement, en tout cas donc, le plus indiqué donc, durant tout le trajet à l'école et au retour, et même au sein de la famille. Maintenant, l'autre élément, c'est qu'il faut qu'on intègre une nouvelle donne, un changement
de paradigme qui nous impose un type de comportement aujourd'hui, parce que cette pandémie-là est venue au moment où donc véritablement on était assis sur des certitudes. Mais la pandémie donc, a quand même bouleversé toutes les attentes. Et aujourd'hui, il faut se réajuster, il faut s'adapter à ce contexte donc, de pandémie, vivre avec. Maintenant, il faut donc être imaginatif, il faudrait imaginer donc, des stratégies, des procédures qui devraient donc, nous permettre donc, de vivre davantage avec la pandémie, donc de vivre mieux avec la pandémie, mais surtout de la vaincre. C'est ça aussi donc, je pense que maintenant toutes ces mesures édictées donc, devraient contribuer à l'éradication donc, de la pandémie donc, dans un temps assez court. Donc c'est pourquoi donc, dans la programmation des examens et relativement au calendrier, je pense que si aujourd'hui donc, la reprise est programmée pour le 25 et peut-être donc, l'arrêt des cours pour le 28 août, voyez, on a donc suffisamment de temps pour pouvoir donc, procéder à des réajustements au plan pédagogique pour que les élèves soient préparés à l'examen. Et comme aussi donc, c'est le cas dans le calendrier, parce que pour le CFE, donc c'est le 2 septembre, non, c'est le baccalauréat qui va être organisé donc, le 2 septembre. C'est le 20 août pour le CFE, le 20 août. Le 2 septembre pour le baccalauréat et le 14 septembre pour le BFM, avec aussi aménagement donc, les sessions de remplacement et tout ça est programmé. Donc pour dire que véritablement nous avons le temps, en tout cas, pour s'organiser donc, davantage, donc, pour nous organiser davantage. Et surtout, à chaque fois, donc redresser, réorienter, recadrer, recentrer aux besoins et donc en fonction donc, des difficultés auxquelles on sera confronté. Bien. Une dernière question. Comment comptez-vous utiliser le dispositif personnel? Parce que on pense que seuls les enseignants qui tiennent les classes de CM2, ce sont ces enseignants-là qui doivent rester à l'école ou tenir les classes de CM2. Alors, les autres enseignants personnels, comment vous comptez maintenant utiliser ce dispositif? Nous comptons utiliser... Mais également, les enseignants, vraiment, comment dirais-je, des problèmes de santé. Ouais. Est-ce que ces enseignants-là seront convoqués à accompagner le processus? Oui, je pense que donc à ce niveau-là, quand même, on a mis l'accent sur un volet humanitaire, social, etc. Quand même mettant le focus sur la santé donc, des enseignants et des élèves. Nous n'avons pas donc voulu mettre dans des conditions difficiles les enseignants qui sont malades, donc qui ont des maladies chroniques. Et ça, non, je pense que ça a été très clair. Donc le ministère s'est prononcé très rapidement, donc avec les conseils donc, du ministère de la Santé. Ceux-là donc, ne vont pas intervenir, mais en dehors de ceux qui sont confrontés à des maladies chroniques, tous les autres enseignants devraient intervenir, ceux qui tiennent des classes d'examen et ceux qui n'en tiennent pas. C'est parce qu'on a un dispositif qui a besoin donc, de tout le monde. Vous imaginez donc le circuit que j'ai décrit tantôt, de la maison à l'école, donc de l'école à la maison pour le retour, mais au niveau donc, de l'école, durant donc, les moments de cours au sein de la classe, mais même au niveau donc, de l'enceinte, durant les récréations, mais tout ce qu'il faudrait faire comme activité pour prendre en charge les mesures barrières, donc en termes de mesure de la température avec les thermoflash, en termes donc, de lavage des mains avec des dispositifs là, en termes de contrôle donc, du port des masques, etc. Mais surtout donc, en termes d'observation de la distance physique. Vous imaginez donc pour mettre tout cela en marche, il faut beaucoup donc, de bras. Et le directeur seul, donc le principal, le proviseur donc, ne peut pas organiser tout ça. Il a besoin d'avoir à ses côtés donc, les censeurs et autres, tout le personnel enseignant et le personnel administratif pour accompagner donc, le processus. Et même les membres donc, du comité de veille
d'alerte, parce que donc, nous avons au sein de ce comité-là les parents d'élèves, donc les Badjanougor, les ASC, donc nous avons donc le CAOSP, nous avons l'IEMA et même donc la jeunesse, la Croix-Rouge qui va accompagner pour sensibiliser sur le port de masque, etc. etc. Donc, on a ratissé véritablement large pour que les mesures soient observées. Ça, franchement, donc, il faut le dire maintenant, il faut donc mettre à l'épreuve donc, tout ceci pour se rendre compte peut-être donc, des défaillances qu'on pourra enregistrer là, mais au cas où donc, il y aurait des défaillances, il faudra donc, reprendre donc, le processus, le réadapter à ce contexte-là et en cherchant ailleurs donc, des éléments qui permettraient donc, de rendre le dispositif beaucoup plus huilé. Justement, est-ce qu'un CRD ou bien un CDD est programmé à juste titre pour faire le point avant la reprise du 25 pour voir en fait le niveau d'exécution des travaux? Nous avons eu à travailler donc, en amont au sein de ce comité-là, présidé par le gouverneur. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de CRD, beaucoup de CDD donc, et même de CLD au niveau local. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres de préparation de la reprise. Aujourd'hui, donc, nous avons eu cette annonce-là hier, pratiquement. Donc, nous en avons jusqu'au jeudi. Au niveau donc, de la région de Louga, donc, nous allons partir donc, des directives donc, données par le ministère et par donc, le gouverneur pour, en tout cas, donc, faire le point sur la situation d'ores et déjà au niveau donc, des différentes écoles avec les chefs d'établissement. Mais ensuite, donc, nous allons nous réunir donc, le mercredi, comme d'habitude, la veille, tout cela pour faire donc, les derniers réglages et mieux encore une visite donc, de terrain et programmer donc, le jour J, donc le 25, avec une mission, un comité donc, qui va faire donc, le tour de certaines écoles pour voir un peu si le dispositif marche ou non. Donc tout ça, c'est sous la surveillance donc, des membres du comité et c'est pour véritablement, au besoin, intervenir très rapidement pour en tout cas apporter donc, les solutions donc, les plus idoines. Pour dire que, donc, en termes de CRD, c'est le comité qui se réunit régulièrement chaque mercredi et au sein de ce comité-là, ce comité-là prend en charge donc, la reprise des enseignements apprentissages. Donc pour dire que là aussi, donc déjà les concertations se déroulent, donc le gouverneur instruit à chaque fois que de besoin. Donc nous aussi au niveau donc, de l'inspection d'académie, donc nous prenons tous les dispositifs nécessaires donc, pour faire le point sur l'existant d'abord. Et aujourd'hui, en tout cas, donc, aucun problème n'a été signalé pour le moment, mais donc, nous sommes à l'écoute et nous travaillons en collaboration avec les IF, etc., qui vont nous informer sur de telles situations si ça se présentait. Et donc nous allons relayer au niveau, auprès donc, du gouverneur qui va donc, en tout cas, orchestrer tout cela pour que donc, la reprise soit véritablement effective. Donc pour dire que, en tout cas, on s'organise et à tous les niveaux pour que donc, la reprise puisse se dérouler correctement. Justement, pour une bonne reprise, quel appel vous faites à l'endroit des parents d'élèves, des enseignants, mais également aux acteurs du système éducatif, maintenant pour terminer? Nous allons donc réitérer donc, le même appel, celui-là qu'on avait lancé pour cette première réouverture avortée. C'est à l'endroit donc d'abord des élèves pour qu'ils se mettent dans les meilleures dispositions pour retourner à l'école et se préparer aux différents examens. C'est à l'endroit aussi donc, des parents d'élèves pour qu'ils puissent veiller sur les enfants, donc les préparer, les affréter même carrément pour qu'ils puissent donc réintégrer donc l'école. Et ce n'est pas seulement au niveau de la maison, excusez-moi, mais ce sera aussi donc au niveau donc des établissements, des écoles, etc. Eux aussi doivent accompagner donc le processus. Au corps enseignant, véritablement pour
déjà une prise en charge donc de la nouvelle donne en termes d'élaboration de stratégies efficaces et efficientes pour aller vite donc dans les processus d'enseignement-apprentissage, pour prendre en charge donc, les préparations de ces élèves-là en direction des examens, mais surtout pour veiller aussi sur la santé de ces élèves-là qui sont donc mis dans ces conditions donc, de travail. Eux-mêmes, ils doivent veiller aussi donc, sur leur santé avec une observance stricte donc, des règles barrières. Je pense donc là, on a besoin donc, de rappeler la nécessité, en tout cas donc, dès le début, d'organiser des leçons de vie sur la pandémie pour alerter donc, tout le monde. Et nous demandons aussi à tous les partenaires, à nos partenaires donc, sociaux, les syndicats, d'accompagner donc, le processus en jouant sur donc, un registre de veille et d'alerte, mais aussi en rassurant véritablement, en sensibilisant donc, davantage tous les autres acteurs et les enseignants surtout. Je fais aussi cet appel donc, à l'endroit donc des collectivités territoriales qui en charge de l'éducation dans la gestion de leur commune, qu'il y ait beaucoup plus de dispositions et de disponibilité, que les moyens donc, mis à leur disposition soient utilisés et réinvestis donc, au niveau de l'école pour que la reprise soit effective. C'est vrai, il y en a beaucoup qui ont fait des gestes. Et je voudrais donc saluer en tout cas cet élan donc, de solidarité constaté ça et là au niveau de la commune, donc le maire, au niveau donc, du conseil départemental, donc le président et tous les autres maires des communes, donc les bonnes volontés. Là aussi, donc je lance aussi un appel à leur endroit, un appel aussi à l'endroit donc de l'administration d'une manière générale. Les services rattachés ou donc, tous les autres services qui doivent accompagner donc, le processus, la SDE, CNO, Sénélec, l'assainissement, donc bien sûr donc, le service d'hygiène qui a joué un rôle extrêmement important. Donc, je voudrais remercier encore une fois donc, le capitaine Sow donc, pour son dynamisme, pour son sens de l'engagement et tous les autres donc, véritablement qui ont travaillé pour cette première reprise-là et qui vont devoir refaire la même chose. Donc tout le monde devrait accompagner donc, le processus, mais surtout il faut qu'il y ait un encadrement donc, manifeste de l'enfant sénégalais qui est placé pour la première fois dans ce contexte donc de pandémie et qui donc vit déjà la psychose d'un examen et j'ose espérer qu'au niveau national les résultats vont suivre et surtout au niveau local que nos enfants vont réussir massivement à ces différents examens-là. En tout cas, je leur souhaite plein succès. Donc, je souhaite à tous ces enfants-là une réussite. Je souhaite aussi à ces enseignants-là une santé donc de fait qui leur permettrait donc, de travailler dans ces conditions difficiles-là et donc véritablement d'arriver à la satisfaction donc, des besoins de toute une nation. Et c'est le lieu aussi donc, de demander à tous ces hommes de médias, vous voyez, à ces radios et télévisions comme la vôtre. Donc, je demande d'accompagner encore une fois donc, le processus pour davantage sensibiliser, pour davantage montrer donc, la réalité donc, sur le terrain, donc, pour que donc, les gens comprennent que cette pandémie-là existe, ce n'est pas inventé, et que donc aujourd'hui, l'État n'a pas intérêt à jouer, à se faire peur ou à faire peur à la population, mais que la maladie est une réalité. Il faut maintenant lutter pour en sortir, et pour ça aussi, il faudrait qu'on soit imaginatif, il faut qu'on soit ingénieur pour véritablement donc, en tout cas avoir un comportement donc, le plus indiqué face à ce changement de paradigme. Je vous remercie, M. Fall. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Voilà, merci beaucoup, très chers spectateurs. C'était à l'instant M. Fall, Lamine Fall, inspecteur de l'éducation, secrétaire général à l'IA de Louga. C'était à l'instant votre émission Parlons Éducation sur les chaînes de télévision Leral TV et Leral.net, présentée et réalisée par Youssou Diallo. Alors d'ici là, portez-vous très très bien. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain pour un autre numéro de Parlons Éducation.